Monsieur le Président, cher Jean-Louis Dumont, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations de bailleurs, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, merci pour votre accueil. Monsieur le conseiller régional d'Île-de-France, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus locaux, Mesdames et Messieurs les présidents, administrateurs, dirigeants et salariés des bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les locataires et leurs représentants, Mesdames et Messieurs. Je souhaite d'abord débuter mes propos en vous disant mon grand plaisir, ma grande fierté d'être ici parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire du Congrès et le 90e anniversaire de l'USH. C'est un moment important et la très forte participation témoigne de l'importance de cet événement. Surtout parce que lorsque l'on regarde les raisons qui ont conduit à la création de l'USH il y a maintenant 80 ans, on se rend compte à quel point ces raisons sont d'actualité, voire encore plus d'actualité aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Et en cet instant, je voudrais citer et rendre hommage à une figure du logement social, ancien délégué général de l'USH, qui, à la fin des années 70, occupait ce poste. Je pense évidemment à M. Robert Lyon, que beaucoup ici connaissent, qui nous a quittés il y a quelques jours et avec qui j'ai eu l'occasion à de multiples reprises d'échanger. Il était, je sais, très apprécié par beaucoup d'entre vous, et lors de son livre blanc en 1975, Robert Lyon plaidait déjà pour la mise en place d'une politique sociale du logement, et il ajoutait dans ce même ouvrage que la nécessité devait toujours être de prendre en compte, en premier lieu, la place et le rôle de l'habitant dans la gestion de leur cadre de vie. Je crois là aussi que ces paroles sont d'une frappante actualité et doivent continuer à guider notre action parce que faire ville, c'est faire société. Faire logement, c'est définir la question et les caractéristiques de la société à laquelle nous aspirons. Et c'est cette vision, cette responsabilité qui nous anime au jour le jour, quels que soient les postes que nous occupons. Et au moment où nous nous souvenons de ce qui a construit le mouvement de l'habitat social en France, je tiens à vous réaffirmer avec force, avec conviction, mon attachement le plus profond au modèle français du logement social. Oui, vous avez raison, Monsieur le Président, cher Jean-Louis Dumont, vous avez raison d'avoir mis à l'honneur de ce congrès l'assertion, les HLM, un modèle français. Nous pouvons surtout être fiers de ce modèle français dont vous êtes les artisans au jour le jour. Je crois profondément que le logement social est un bien précieux pour notre nation. Et en employant ces termes, j'ai conscience de la force qu'il représente. C'est d'abord un bien précieux parce que le logement social est issu d'une très longue histoire, je viens de l'évoquer, en lien avec la volonté de donner à chacun un logement digne, un logement capable d'accueillir le cadre familial dans lequel les parents souhaitent élever leurs enfants. Un logement digne également à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'en trouver un dans le marché privé. Un logement digne qui permet d'être un tremplin. Et ce tremplin peut être nécessaire durant toute la durée d'une vie. Et donc je crois au modèle universel du logement social. Et de ce modèle universel, je veux en être un garant. Il nous est d'ailleurs pleinement envié par beaucoup de nos partenaires européens. On le voit encore aujourd'hui en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le logement social, c'est également un bien précieux parce qu'il est animé par des acteurs qui mettent la proximité au cœur de leur action. Je pense bien sûr à la proximité géographique et je veux à ce titre saluer le rôle fondamental des élus locaux dans la gestion des logements sociaux. Mais je veux également parler de la proximité que vous avez, acteurs, gestionnaires, employés des logements sociaux, au jour le jour avec les habitants. Cette proximité que vous entretenez avec les ménages que vous accompagnez dans les parcours résidentiels. Et ce terme d'accompagnement, à mes yeux, il est essentiel. Vous êtes des acteurs de proximité qui logez, mais surtout qui accompagnez dans et vers les logements l'ensemble de nos concitoyens. Et puis le logement social, c'est un bien précieux, enfin, parce que c'est un acteur essentiel de beaucoup des politiques sociales qu'un État, qu'un gouvernement mène. Et je voudrais insister quelques minutes là-dessus. Sans votre action, nous ne pourrions pas faire, par exemple, la politique du logement d'abord. Cela ne serait pas possible. Et lorsqu'il y a quelques jours, j'ai annoncé un acte 2 de cette politique du logement d'abord, c'est parce que nous avons construit ensemble cet acte 2 et c'est parce que nous le menons ensemble.
Je pense par exemple à la production des PLAI adaptés. Nous signons, cher Président, et à plusieurs, un accord très important pour renforcer ces PLAI adaptés il y a quelque temps. Je pense à la décision que vous avez prise de renforcer significativement les fonds vers le Fonds national dans et vers le logement social. C'est à mes yeux des décisions extrêmement importantes. Sans votre action, nous ne pourrions pas non plus mener ce grand plan pour redresser les copropriétés très dégradées que nous avons annoncé, plusieurs d'entre vous étaient là, à Marseille, quelques semaines avant le drame de la rue d'Aubagne qui a coûté la vie à 8 personnes dans cette belle cité phocéenne. Votre rôle, là aussi, évidemment, est essentiel. Mais sans votre action et celle des élus locaux, nous n'aurions pas pu relancer non plus la machine en rue. Et je voudrais à ce titre saluer Olivier Klein, ses équipes qui, avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction, permettent de relancer la dynamique en rue. Depuis un an, c'est 300 quartiers dans le cadre du nouveau NPNRU dont les projets ont été validés. C'est 7,5 milliards d'euros qui ont été engagés, qui sont disponibles d'ores et déjà, avec près de 46 000 reconstructions de logements et près de 80 000 réhabilitations qui sont aujourd'hui lancées. Enfin, sans votre action, nous ne pourrions pas apporter un accompagnement spécifique à certains publics. Et je veux ici saluer cette convention importante que nous allons signer dans quelques heures avec l'ensemble des familles des bailleurs sociaux et les fédérations qui s'occupent et les associations qui s'occupent des femmes subissant des violences conjugales. C'est un sujet extrêmement important et là aussi, vous, famille du logement social, vous permettez de mettre en place de manière pertinente cette politique d'accompagnement. Alors oui, je crois profondément dans notre modèle et c'est pourquoi nous devons le préserver, le conforter. Cela, évidemment, ne veut pas dire rester immobile et je crois pouvoir dire que ces derniers mois nous ont permis de montrer que collégialement, nous savions ne pas rester immobiles. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire évidemment de préserver la loi SRU. Je préfère le dire parce que nous avons eu tous ces débats pendant la loi Elan, et puis d'autres projets de loi arrivent, et certains pourraient vouloir revenir sur cette loi SRU. Il ne faut pas le faire. La loi SRU est un bien fondamental pour la préservation du logement social dans notre pays. Cela veut dire aussi, cela impose aussi de refuser, et je voudrais insister dessus, parce que cela avait été proposé par certains parlementaires dans le cadre de la discussion des lois Elan, de déplafonner la rémunération des capitaux. Il faut s'y opposer, c'est ce que j'ai fait du premier au dernier jour dans le cadre des discussions de la loi Elan. Et je voudrais ici me faire mien les propos du président Dumont lorsqu'il dit que l'argent du logement social doit rester au logement social, à condition évidemment qu'il soit employé pour la construction ou pour la rénovation, comme vous le faites, et je sais que c'est ce qui guide votre action. Et je voudrais à ce titre rebondir sur plusieurs articles de presse parus ce jour, faisant référence notamment à un rapport remis de l'IGF et du CGEDD, qui viendrait contredire ce que je viens de vous dire. Eh bien non, figurez-vous que ce rapport, il va complètement dans le sens que je viens d'évoquer, dans le sens qui indique qu'il ne faut pas déplafonner la rémunération des capitaux dans le logement social. Je voudrais le dire avec force, parce que c'est pour moi un élément essentiel. Conforter le modèle du logement social, ça impose également de savoir partir des réalités territoriales. Et les différents intervenants, Madame la maire de Paris notamment, ont montré à quel point cela était important, de prendre des décisions fortes. Moi, j'ai voulu réintroduire l'encadrement des loyers dans une ville comme Paris, parce qu'encore une fois, faire ville, c'est faire société. Et parfois, ça nécessite d'avoir des décisions politiques fortes en lien avec la vision politique que nous portons. Ça nécessite aussi d'adapter des dispositifs comme l'acquisition et le conventionnement de logements pour répondre aux besoins de ses habitants. C'était un sujet attendu de longue date dans une ville comme Paris que nous avons fait évoluer là aussi dernièrement. Et puis enfin, conforter le modèle et renforcer le modèle du logement social, c'est savoir faire, savoir en toute humilité corriger le tir quand nous avions proposé par exemple des marches trop importantes à franchir, trop élevées. Je pense évidemment à la RLS et à la fameuse année 2020. Vous aviez alerté, je m'en souviens très précisément, à de nombreuses reprises, le gouvernement sur l'effort financier trop important qui était demandé notamment sur l'année 2020. Et c'est pour ça que lors du dernier congrès à Marseille, je m'étais engagé à mettre en œuvre une clause de revoyure, à mener ces discussions. Et je dois dire que depuis un an, et je voudrais vous en remercier, nous avons beaucoup travaillé, beaucoup échangé, beaucoup débattu. Parfois, nous avons eu des désaccords, mais toujours, nous avons eu un engagement commun de trouver des solutions pour
permettre de faire en sorte qu'un accord soit conclu. C'est chose que nous avons réussi à faire avec l'ensemble des familles. Et je voudrais vraiment, très sincèrement, saluer votre esprit et remercier votre volonté de construction, parce que cet accord ambitieux en avril dernier, il n'était pas évident. Et nous avons réussi collégialement à l'atteindre. Alors, des efforts sont toujours demandés, j'en ai pleinement conscience, aux organismes avec cette seconde marche de la RLS. Mais nous avons œuvré pour qu'en contrepartie, l'accompagnement financier soit renforcé. Je pense à celui de l'État, je pense à celui d'Action Logement, je pense à celui de la Banque des Territoires. Et je voudrais remercier à cette occasion ces deux partenaires essentiels que sont Action Logement et la Banque des Territoires, cher Bruno Arcadipan, cher Éric Lombard et Olivier Sichel, parce que cet accompagnement, il est extrêmement important. Cet accompagnement, il s'est traduit dans des mesures très concrètes, je n'y reviens pas. On a parlé tout à l'heure du taux de TVA, on aurait pu parler de la baisse des cotisations au FNAP, on aurait pu parler des nouveaux dispositifs d'accompagnement de la Banque des Territoires. Je n'y reviens pas, vous les connaissez. L'année dernière, j'avais pris un engagement, c'était de mettre en place cette clause de revoyure. Aujourd'hui, je prends un second engagement devant vous, c'est de mettre en œuvre pleinement et totalement les accords conclu en avril dernier. C'est-à-dire d'être le garant que l'ensemble de ces contreparties, l'ensemble de cet accompagnement soit effectivement mis en œuvre. Et c'est pour ça notamment que nous avons engagé, et nous avons d'ailleurs réuni il y a quelques jours, cher Président, ce comité de suivi, parce que je veux qu'on puisse travailler en toute transparence. Un comité de suivi qui regroupe toutes les familles des bailleurs sociaux, mais également les financeurs, la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, l'État, dans toutes ses composantes, pour pouvoir, de manière très régulière, suivre la mise en œuvre de toutes ces contreparties que j'évoquais. Parce que signer des accords, c'est bien, les mettre en œuvre, c'est encore mieux. Et donc, je prends cet engagement devant vous de mettre autant d'énergie dans la mise en œuvre des accords conclus et dans les dispositifs dont nous sommes convenus ensemble et qui, là aussi, n'étaient pas forcément gagnés d'avance. Je pense aux titres participatifs qui nous ont beaucoup occupés. Alors, cet accord, il est essentiel. Parce qu'au-delà de ces accompagnements, il nous fixe aussi un chemin en commun, un chemin en termes de construction, 110 000 agréments par an, un chemin également en termes de rénovation, 25% de rénovation en plus par an. Ça n'est pas chose aisée, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et vous connaissez mon engagement vis-à-vis de ce sujet de la rénovation. Et dans ce suivi et dans cette mise en œuvre, je continuerai, soyez-en sûrs, à agir avec le même état d'esprit. Cet esprit de volonté de porter les réformes et de le faire ensemble, en toute transparence et avec ce même souci de la construction partagée. Cette mise en œuvre, par ailleurs, évidemment, elle ne concerne pas que les sujets financiers. Durant les derniers mois, nous avons aussi beaucoup travaillé ensemble pour des réformes de fond dans le secteur du logement social. Je pense évidemment, et vous l'avez dit, cher Président, à la réorganisation du secteur issu de la loi Elan, qui était d'ailleurs une dynamique déjà ancrée dans beaucoup de territoires et que nous avons diffusée pleinement. Et je dois dire, et je m'en réjouis, que la réorganisation avance bien. Aujourd'hui, au moins 85% des bailleurs concernés sont déjà impliqués dans un projet de regroupement. Tous les textes, et je sais que vous les attendiez, aujourd'hui nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme ont été publiés ou sont en toute phase finale. La rentrée a notamment été marquée par la publication du décret sur les clauses types des sociétés de coordination, ce nouveau type d'entreprise ou d'organisme que vous avez d'ailleurs inventé initialement et que nous avons repris dans la loi. Alors nous suivons cette réorganisation de près, soyez-en assurés, avec un état d'esprit qui est celui d'accompagner ces réorganisations. Moi je serai notamment, parce que je connais parfois les inquiétudes, parfois les remontées sur ce sujet, très attentif à deux points. Le premier point, c'est que ces regroupements, ils doivent évidemment être justifiés par l'existence d'un projet commun. Je crois que c'est le sens, c'est l'esprit de la loi, et c'est aussi l'esprit qui nous anime toutes et tous. Mais également, il doit avoir un lien et maintenir un lien territorial fort. Je crois que c'est là l'une des spécificités ô combien importantes de notre action collégiale, et donc il faut le faire. Cette bonne avancée de la réorganisation, elle est permise grâce à votre action. J'ai bien pris note, Monsieur le Président, de vos demandes sur des points techniques, comme vous les avez mentionnés. Je m'engage à les regarder de très près et à ce qu'on puisse trouver les meilleures solutions. Cette mise en œuvre, enfin, elle doit surtout être tournée, je pense, vers les défis auxquels nous sommes collégialement confrontés aujourd'hui, mais aussi demain, pour l'ensemble d'ailleurs de nos générations. C'est d'abord, et je voudrais insister dessus, la production de logements abordables. La crise du logement dans notre pays est une crise du logement abordable.
plusieurs l'ont dit, et à juste titre. Il faut produire plus de logements abordables. Cela renvoie à la question des accords d'avril dernier, je l'évoquais, mais également à la très forte dynamique que nous avons lancée collégialement vis-à-vis des PLAI. C'est ensuite la question de la rénovation, et notamment de la rénovation énergétique, avec là aussi ces engagements ambitieux. Mais je voudrais aussi pouvoir dire, et que ça soit su, qu'aujourd'hui, dans le monde du logement, ceux qui ont le plus œuvré pour lutter contre les passoires thermiques, c'est de très loin le logement social. De très loin le logement social. Et donc il faut amplifier, il faut continuer cette dynamique. L'enjeu aujourd'hui de la transition énergétique est de continuer cette dynamique au sein des logements sociaux, mais de faire en sorte surtout que la même dynamique soit enclenchée dans le logement privé. C'est ce sur quoi nous travaillons activement, que ce soit dans les copropriétés, qu'elles soient dégradées ou non, ou chez l'habitat individuel, avec la question des propriétaires bailleurs, qui, comme vous le savez, est un sujet parfois compliqué dans la définition des dispositifs. Et donc, pour moi, cette réhabilitation, cette rénovation, elle est essentielle. Je parle de la rénovation thermique. Mais je parle aussi d'un deuxième sujet sur lequel nous avons beaucoup œuvré ensemble sur cette rénovation. Peut-être parce que dès le premier jour, j'ai dit que je voulais être le ministre de la construction, mais aussi de la rénovation. Je pense à la rénovation, vous savez, de ces centres-villes, de villes moyennes, cette action qu'on a appelée l'action cœur de ville, cette rénovation de ces villages dont l'identité perd parce que le centre-ville périclite dans beaucoup de ce que certains appellent les villes moyennes, je n'aime pas du tout ce terme, ou des sous-préfectures, mais bref, dans toutes ces villes et villages que vous avez en tête parce que ce sont des territoires dont nous venons. Eh bien, aujourd'hui, par la loi Elan, du fait d'avoir permis aux bailleurs sociaux d'étendre leurs activités, vous pouvez devenir des partenaires très forts, et vous l'êtes déjà dans beaucoup de nos territoires, pour permettre cette rénovation des centres-villes. Soyez-en remerciés et vraiment soyez assurés que ma détermination pour que nous puissions avancer sur ce sujet est là aussi totale. Et puis enfin, c'est la question de l'habitat de demain. La question de l'habitat inclusif. On a devant nous un défi qu'on n'évoque pas suffisamment, mais qui est de taille. C'est la question du vieillissement des populations, et notamment du vieillissement des habitants dans le parc du logement, et en particulier dans le parc du logement social. C'est un sujet que nous avons commencé à aborder avec la grande famille de l'USH, mais qui devra nous occuper de plus en plus dans les années à venir, de manière évidente. Alors, on a fait des modifications. Je pense par exemple à ce sujet de la colocation intergénérationnelle, qui aujourd'hui était empêché dans le domaine du logement social. Tout simplement parce que lorsque vous passiez, et vous connaissez ça par cœur, un bail de colocation, vous aviez un risque d'être requalifié en contrat de travail. La réalité était là, et on a modifié cela. Mais je pense aussi, dans cet habitat inclusif, à quelque chose qui m'est extrêmement cher et sur lequel je voudrais vraiment qu'on puisse aller de l'avant tous ensemble. C'est la question de l'adaptation de votre logement au cadre familial. Vous savez, on a modifié par la loi les commissions d'attribution de logement pour faire en sorte que ces commissions aujourd'hui ne soient plus que la commission qui attribue, mais soit aussi la commission qui, tous les 3 ans, puisse se poser la question si le logement peut être toujours adapté au cadre familial. Dit autrement, si l'un de vos enfants a quitté le cocon familial et si vous vous retrouvez avec une ou plusieurs chambres vides, et donc un logement qui ne répond pas à votre taille du cadre familial. La difficulté, et vous connaissez ça très bien, c'est que souvent, quand on proposait à ce locataire qui avait un T5, un T3, le coût du loyer du T3 était plus élevé que le coût du loyer du T5. La réalité était là. Et donc nous avons dû modifier également cette politique des loyers. C'est ce qui a été fait. J'ai passé et présenté une ordonnance en Conseil des ministres il y a quelques semaines qui permet aujourd'hui de créer ce cadre pour permettre à chacun de se voir proposer le logement le plus adapté au cadre familial, et je dis bien le terme proposé, avec à la clé un loyer moins cher qui nécessitait de modifier la loi, et ce faisant de permettre aux jeunes générations qui arrivent dans la force de l'âge avec beaucoup d'enfants, de pouvoir introduire les logements sociaux. Pour moi, ce sujet est un sujet qui est incroyablement important pour les prochaines années. Alors, pour conclure, Monsieur le Président, dans votre discours, vous avez évoqué plusieurs points auxquels je voudrais répondre brièvement, mais avec concision. Le premier point que vous avez évoqué, c'est la question de la contemporanéité des APL. C'est une mesure qui, effectivement, figurera dans le prochain de loi de finances. C'est une mesure qui vise tout simplement à faire en sorte que le calcul de vos droits soit calculé selon vos revenus de l'année en cours et non pas de vos revenus d'il y a 2 ans. Dit autrement, si vos revenus d'il y a 2 ans sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, rien ne change. Absolument rien ne change. Mais par contre, l'objectif, c'est d'accompagner au fur et à mesure pour faire en sorte que le montant des APL soit précisément conforme aux revenus et donc à vos besoins que vous touchez sur l'année en cours.
Vous me direz, ça fait faire des économies. Oui, pourquoi ça fait faire des économies? Parce que depuis 2 ans, il y a 300 000 chômeurs de moins dans notre pays et 500 000 créations d'emplois. Mais inversement, je veux insister dessus. Inversement, si demain vous avez un retournement économique, ben c'est une mesure qui ne fera non seulement pas des économies, mais des dépenses supplémentaires. Et donc, c'est évidemment une réforme plus facile à faire quand c'est une réforme où vous avez un cadre où le taux de chômage diminue, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est une réforme qui est avant tout une réforme de justice pour donner à chacun ce dont il a besoin. Parce que vous avez énormément de cas de figure, comme cette femme qui aujourd'hui est à la tête d'une famille monoparentale, qui il y a 2 ans avait un emploi à temps plein, qui aujourd'hui est à mi-temps et qui aujourd'hui ne bénéficie pas du niveau d'appel auquel elle aurait véritablement droit. C'est ça la réforme de la contemporanéité et nous allons y travailler collégialement ensemble. Nous avons mis en place d'ailleurs un groupe dédié avec les bailleurs sociaux pour accompagner les allocataires aux APL sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est le RUA. Et je voudrais vraiment m'arrêter 1 minute dessus parce que j'entends les inquiétudes là-dessus. C'est une réforme importante parce que ça répond évidemment à une véritable vision politique qui est de permettre à chacun de bénéficier de ce revenu universel d'activité dès lors qu'il en a besoin. Alors beaucoup se demandent pourquoi y intégrer les APL, puisque les APL ne font pas partie du paquet des minima sociaux. Et ça, vous avez raison, les APL ne font pas partie des minima sociaux. En fait, le RUA, ce sont les aides attachées à la personne, et les APL sont évidemment une aide attachée à la personne. Mais dans ces discussions, 3 points sont importants à avoir en tête. Le premier, c'est que cette réforme, on va la faire dans l'ordre. C'est-à-dire que cette réforme, c'est d'abord une grande phase de concertation qui est ouverte. Et vous le savez, puisque cette concertation associe énormément des acteurs, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les locataires. C'est extrêmement important de participer à cette concertation. Le deuxième élément, c'est que moi, je vais être très clair. Dès le début, j'ai obtenu, et d'ailleurs c'est l'objet de la concertation, que le sujet logement soit traité sous l'angle d'un supplément logement. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 2 bienfaits extrêmement importants qu'il faut préserver, que sont aujourd'hui des bienfaits des APL. Le premier, c'est que c'est grâce aux APL que vous arrivez à solvabiliser des ménages dans l'accès au logement. Et le deuxième, c'est que les APL, aujourd'hui, sont un véritable vecteur pour lutter contre l'habitat indigne, pour lutter contre les marchands de sommeil, avec le principe du tiers payant. Et que ces spécificités, il nous faut les garder parce que ce sont des éléments majeurs de la politique sociale de logement qu'évoquait Robert Lyon, que je citais tout à l'heure. Et puis enfin, je voudrais là aussi vous rassurer par rapport aux propos que vous avez tenus, Monsieur le Président, concernant l'avantage HLM que vous connaissez. Je crois que vous connaissez ma position là-dessus. J'ai toujours été très clair. Je serai le garant que les travaux préservent notre modèle parce que j'y crois profondément et que, effectivement, lorsque vous êtes un locataire d'un logement social, ce n'est pas un avantage, c'est un accompagnement. C'est un tremplin qui peut durer toute une vie. C'est comme ça qu'il faut le prendre en compte. J'y serai plus que vigilant, mais vous connaissez ma position là-dessus. Enfin, dernier mot, l'ANCOLS. J'ai noté vos propos, Monsieur le Président, sur l'ANCOLS. Et pour tout dire, je m'y attendais. Et je cherchais hier une façon assez claire de résumer la vision qui est la mienne en tant qu'arbitre indépendant dans cette relation entre les bailleurs sociaux et l'ANCOLS, bien que je ne sois pas totalement indépendant puisque je signe moi les sanctions. Et je me disais que tout cela pourrait peut-être se résumer sur la transformation d'une phrase que nous avons l'habitude d'employer. Cette phrase, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Mais moi, je crois qu'on pourrait rajouter que le contrôle n'exclut pas la confiance également. Et je crois que c'est ça qui manque dans la relation entre bailleurs sociaux et ANCOLS, que cette confiance que impose un contrôle, elle puisse se faire dans les 2 sens. Et donc je m'engage à pouvoir œuvrer avec beaucoup de détermination pour que cette confiance puisse être retrouvée. Les organes de contrôle sont essentiels et nos locataires et nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas ces organes de contrôle. Et en même temps, faire un contrôle, ça doit se faire en confiance. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous avons adopté une loi il y a quelque temps qui s'appelle la loi pour une société de confiance. Donc, mesdames et messieurs les congressistes, je m'engage à travailler en ce sens, cher Jean-Louis Dumont. Je voudrais vraiment terminer en disant que ce qui nous unit tous, au-delà des divergences qu'on peut exprimer ici ou là, c'est vraiment d'accompagner nos citoyens. Et je crois que les derniers mois ont montré à quel point nos compatriotes étaient attachés à cette justice sociale, que les thématiques du logement, d'ailleurs, de manière assez étonnante, sont peu remontées dans le grand débat avec le terme logement, mais beaucoup d'autres facteurs
en fait, étaient évoquées, qui avaient un lien avec le logement, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et que si nous agissons pour nos concitoyens, cela doit vraiment nous imposer également de toujours mettre en avant la question démocratique dans tout ce que nous faisons. Et je crois que cette question démocratique, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'entre nous, et que force est de constater que la forte abstention, encore une fois observée lors des dernières élections de locataires, doit nous interpeller. Je salue l'action faite par les associations de représentants des locataires qui ont déployé beaucoup d'efforts pour appeler à cette mobilisation et qui ont là aussi beaucoup œuvré pour faire en sorte que nos concitoyens, les locataires, participent à ces élections, mais aujourd'hui l'abstention est encore beaucoup trop forte. Et donc je suis convenu avec les associations de locataires de mettre en œuvre un travail approfondi qui prendra un certain temps pour faire en sorte comment on peut modifier l'organisation, y compris de ces élections, lors des prochaines élections, pour lutter avec efficacité contre cette abstention, parce que je crois qu'encore une fois, la grandeur d'une république se mesure d'abord à cet axe et ces actes démocratiques. Vous le voyez, mesdames et messieurs les congressistes, c'est vraiment avec beaucoup de volonté, de détermination que j'aborde l'ouverture de ce congrès. Vous aurez le Premier ministre qui viendra clôturer ce congrès dans 3 jours. Je serai pour ma part à vos côtés pendant ces 3 journées. Je vous souhaite vraiment très sincèrement un très beau et bon congrès avec énormément de débats. Je serai à l'écoute à vos côtés pour pouvoir porter ces différents sujets dans les prochains mois et années. À très vite.